Bonjour Hugo Bernalicis, merci de nous accorder cette interview, à nous, la radio de l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, les Bonnes Ondes. Vous êtes député de la 2e circonscription du Nord, vous avez 30 ans, jeune député, et je voulais vous poser directement cette question. Qu'est-ce que ça fait d'être député à 30 ans ? Ça change un peu la vie, au sens où être député déjà, c'est un rythme un peu particulier. Les allers-retours, moi, du coup, entre Lille et Paris, donc ça chamboule forcément la vie au quotidien. Après, je sais pas si ça change quelque chose d'être député à 30 ans, ou à 50 ans, ou à 60 ans, ou à 70 ans. Bon, j'imagine que oui, mais je peux pas savoir ce que ça fait d'être député à 50 ans, je le saurai dans 20 ans si je suis encore élu. Normalement non, parce qu'on a dit pas plus de 2 mandats, quoique c'est d'affilée, donc on pourra envisager éventuellement l'hypothèse. Mais non, moi je suis content d'être député à mon âge, y compris je l'ai été particulièrement content au tout début parce que ça peut être un argument, au-delà d'être un argument, les autres ont quand même tendance à sous-estimer les jeunes. Et du coup ça nous a énormément servi au début, que ce soit sur les plateaux télé avec les journalistes, qui ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse leur rentrer dedans, à ce qu'on puisse avoir des arguments, des choses à raconter en fait tout simplement. Les ministres aussi dans l'hémicycle. Et très vite, les uns les autres se sont rendus compte que c'est pas parce qu'on était jeunes qu'on était moins futés que les autres ou qu'on avait moins d'expérience. Après il y a jeunes et jeunes en réalité, parce que personnellement je suis un jeune député mais un vieux militant. Ça fait 15 ans que je fais de la politique activement. Ça fait que 2 ans que je suis élu, c'est mon premier mandat, mais ça fait 15 ans que je fais de la politique activement. Il y a des tas de députés de La République En Marche. Ils sont élus depuis 2 ans et ça fait 2 ans qu'ils font de la politique activement. Ils n'ont jamais fait de politique de leur vie, etc. Donc nécessairement, je peux avoir un discours, malgré mon jeune âge, un discours beaucoup plus construit, beaucoup plus efficace, beaucoup plus argumenté que beaucoup d'autres collègues de la majorité, jeunes ou moins jeunes, peu importe. En tout cas, je suis content. Je suis content d'être député à cet âge-là parce que j'espère que ça me servira d'expérience, notamment si, ce que j'espère, si on arrive au pouvoir et qu'on arrive à l'exécutif. Je pense que c'est bien d'avoir eu en bagage avant cette expérience de parlementaire où on est obligé de toucher globalement un peu à tous les sujets, on va passer à peu près tous les textes dans l'hémicycle. Ça donne une vision assez large des sujets d'actualité et de ce qui se passe dans le pays. D'accord. Alors justement, toujours dans le thème par rapport aux députés, est-ce que vous voyez ce statut de député comme le couronnement d'une carrière politique, mais surtout une carrière militante, comme vous l'avez évoqué, ou alors ça ne vous dérangerait pas d'exercer d'autres mandats, peut-être un mandat régional, départemental, voilà, plus local? Ou plus de mandat du tout. Je me permets de poursuivre ça, parce que non, très sérieusement, y compris là, je me pose la question déjà depuis plusieurs mois, de savoir est-ce que je suis candidat à ma propre succession. Parce qu'on se dit tous que d'une, il faut que ça tourne. Je pense que 2 mandats, c'est quand même plus raisonnable et pour préparer la suite. Mais c'est surtout un rythme de vie. Les gens ne se rendent pas compte. On se dit, ah tiens, il est député, donc il a une indemnité de 5 700 €. Alors c'est un peu moins maintenant parce qu'on a le prélèvement à la source, mais de X milliers d'euros, ça va, il passe sur les plateaux de télé, la vie est belle. Ouais, il y a quand même quelques petites concessions en face, quoi. Il y a quand même quelques petites concessions sur la vie de famille, sur les potes, sur le rythme de vie. Quand on a envie de faire parlementaire comme je le fais, parce que je dis pas qu'il n'y a pas des tocards qui restent la moitié du temps chez eux, les pieds sous la table, qui se laissent porter de cocktail en cocktail et qui ont la belle vie, et qui touchent aussi les indemnités comme moi. Mais quand on a envie de le faire à fond, on a envie de faire avancer le schmilblick, c'est pas du 35 heures semaine, quoi. Faut oublier tous les longs week-ends, les copains se disent il y a le week-end, chic, ouais, mais il y a le week-end, pourquoi? Parce qu'il y a une commémoration en fait, parce qu'il y a un 14 juillet, parce qu'il y a... Moi je fais la commémoration, pas au long week-end. Bon, encore une fois, je pourrais dire je m'en fous, j'y vais pas à la commémoration, mais c'est des choses qui me semblent... J'y vais pas tout le temps, je prends quand même des longs week-ends, un coup de temps en temps, parce qu'il faut pas déconner, mais disons que... Voilà, j'aimerais bien effectivement à un moment donné faire d'autres mandats et y compris parce que là, le mandat de député, être le législateur dans l'opposition, c'est particulièrement ingrat. Parce que vous faites des amendements, vous défendez vos convictions, vous argumentez pour un résultat factuel, formel, proche du néant. C'est ça. Proche du néant. La seule fonction qu'on remplit et dont je vois les conséquences, c'est la fonction tribunicienne de porter une parole, de porter un point de vue dans l'hémicycle qui, si je n'étais pas là, si la France Insoumise n'était pas là, ne serait pas porté. Et donc de tous les gens
qui quand on va dans une manif, qui quand je me balade dans la rue, qui au supermarché, j'en sais rien, me reconnaissent et me disent ah vous faites vraiment du bon boulot, je vous ai entendu là-dessus et tout, merci beaucoup. Et là je me dis merde, j'ai fait un truc un peu utile. Mais globalement, pour changer le réel, politiquement, plus immédiatement, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc, ça aide pas non plus à. Des fois, faut prendre des grandes inspirations et se remotiver parce que ça peut être démotivant vraiment de ce mode de fonctionnement. Donc clairement, être maire, par exemple, ça c'est un truc, c'est un mandat exécutif. Donc vous avez les services municipaux sous votre autorité, vous pouvez mettre en place des dispositifs, des gratuités de machin, un nouveau service de bidule, etc. Vous voyez mettre en œuvre, vous voyez les interactions avec les gens, enfin, vous construisez quelque chose. Pareil quand on est au gouvernement, même si je pense que c'est aussi une expérience un peu différente que d'être député dans la majorité. C'est encore une autre histoire qu'on raconte. Donc j'ai pas prévu d'arrêter de faire de la politique en soi, parce que je pense que j'en ferai toute ma vie. J'aurais pas forcément un mandat toute ma vie, mais faire de la politique au sens où, comme je l'ai fait de 13 ans avant que je sois élu député, donc je pense qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est compliqué d'arrêter parce qu'on voit bien les injustices, on voit bien les difficultés, on voit bien les problèmes, et rester chez soi à profiter de la vie ou à ne pas y penser, c'est juste, au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Voilà, c'est juste plus possible. Donc vous pourriez revenir à un statut de militant ? Oui, surtout qu'en plus, moi, j'ai passé les concours de la fonction publique et j'étais attaché d'administration au sein du ministère de l'Intérieur, avant d'être élu député. Et j'ai cette faculté, si demain j'ai plus de mandat, d'avoir l'assurance d'avoir un boulot. Et de garder un confort de vie correct. Alors non, j'étais pas payé comme je suis payé en tant que député là, ça c'est clair. Mais en tout cas d'avoir un minimum de confort de vie qui me permet de me poser la question, non pas en mode ah il faut absolument que je me représente parce que j'ai besoin des sous, j'ai besoin de parce que je sais pas ce que je ferais sinon, etc. Non, c'est pas en ces termes-là que ça se fait. Je me présente parce que j'ai la conviction et l'impression, mais surtout la conviction, de pouvoir être utile. Et j'espère là, dans la séquence des dernières années, avoir été utile et pouvoir être utile les 3 années qui arrivent. D'accord, donc cette notion d'utilité est vraiment importante pour vous. Oui, bah bien sûr, c'est déterminant parce que, au fond, moi je me dis bien souvent, ouais, ça me plairait de faire que militant politique s'il y avait d'autres qui le faisaient mieux que moi pour être élu et pour faire machin. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le feraient mieux que moi. En l'occurrence, là c'est moi qui me suis trouvé à cet endroit-là, qui me suis fait élire à ce moment-là et qui mène la bataille maintenant. Après, on est tellement peu nombreux à combattre pour l'instant. Que je me vois plutôt utile dans la bagarre, surtout sur les thématiques sur lesquelles je m'implique le plus, qui sont sur les questions de justice, de sécurité, etc. On va dire que c'est une ressource un peu rare dans les rangs, dans l'ensemble des organisations politiques, et particulièrement dans la nôtre, quoi. Donc oui, je me sens très utile et je pense que j'ai encore des choses à faire pour aider. Vous faites partie de la commission des lois à l'Assemblée nationale et du coup je voulais vous poser une question précise sur ce thème, donc par rapport à la justice en France. En 2017, la France Insoumise déclarait avec l'entrée dans la Constitution de l'état d'urgence que désormais nous étions dans un état d'urgence permanent. Et donc je voulais avoir votre point de vue sur ça et surtout sur la deuxième finalement définition de la justice par rapport aux inégalités en France. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un pays de plus en plus inégal ? Voilà. Alors sur l'état d'urgence permanent, oui, on est rentré dans l'état d'urgence permanent. Il y a plein d'indicateurs qui viennent le conforter. Évidemment, il y a eu une séquence un peu hystérique tout de suite après les attentats de 2015 et de la première déclaration d'état d'urgence, le vrai pour le coup, avec une séquence où pendant quasiment un an, on a eu 4600 perquisitions administratives. Donc 4600 portes fracassées à 6h du matin, et on n'a pas trouvé 4600 terroristes. On a trouvé une poignée de types dont on pense qu'ils auraient fait quelque chose. Okay. Donc ça a généré un certain nombre de problématiques, parce que, y compris pour les gens individuellement qui se sont fait fracasser leurs portes alors qu'ils n'étaient pas terroristes, souvent ils ont dû déménager parce que les gens se disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si les flics sont venus fracasser votre porte à 6h du matin, c'est qu'il y a quelque chose. Comme nous, les affaires avec la France Insoumise. Si les policiers sont venus perquisitionner, c'est que Mélenchon a dû planquer du pognon, faire quelque chose, j'en sais rien, pas de fumée sans feu. Non, il y a des tas d'innocents qui subissent des mesures disproportionnées de la part de la police
Et dans une bonne partie des cas, à la fin, la justice relaxe ou les relâche ou classe sans suite, et c'est tant mieux, même si c'est toujours un mauvais moment à passer. Mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, on est dans des moyens beaucoup moins démonstratifs. On n'a plus des perquisitions à 6h du matin. La loi sécurité intérieure contre le terrorisme a donné des moyens de renseignement, de supervision, de captation de données très larges qui font qu'aujourd'hui, les atteintes aux libertés individuelles ne se font plus de manière aussi démonstrative que fracasser une porte, mais elles se font. Elles se font, et j'en veux pour preuve ce qui se passe notamment pour tous les militants écologistes, activistes, qui sont supervisés par, pour ce qui est des décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron à Paris, par le bureau de lutte antiterroriste. C'est eux qui supervisent les enquêtes pour essayer de retrouver les tableaux. Donc là, tout se décale, tout prend des proportions extraordinaires, tout devient normal. Ça devient normal, y compris pour un petit trafiquant de drogue, d'aller à 6h du matin défoncer sa porte avec les gros bras, etc., là où on pourrait faire légèrement différemment. C'est devenu normal de faire des perquisitions dans les sièges de partis politiques sans qu'il y ait les garanties d'avoir un juge d'instruction. Des tas de choses sont devenues normales et c'est pour ça qu'on a banalisé des moyens mis aux mains de l'exécutif, que ce soit la police ou les procureurs, parce qu'ils sont indirectement aux mains de l'exécutif, puisqu'ils sont sous l'autorité de la chancellerie et de la garde des Sceaux et de la ministre. On a mis des moyens disproportionnés dans les mains de l'exécutif, et c'est ça pour moi l'état d'urgence permanent. C'est qu'un gouvernement qui veut faire n'importe quoi, au mépris de la loi, il peut le faire. Il peut le faire. Et on n'a aucun moyen, ou très peu de moyens de se défendre. Donc c'est pas très rassurant. On a vu d'ailleurs, si on rentrait, je mets de côté les milieux militants, la France Insoumise, tout ça, etc., même le terrorisme. Il y a l'ancien office central de lutte contre les trafics de stupéfiants. Il y a eu une réforme là, très récemment, ils ont fait un plan de com pour lancer l'OFAST, le nouvel office de lutte contre les stupes. Ils ont changé le nom en fait. Avant c'était l'OCRIS, et maintenant c'est l'OFAST. Quand on regarde dans le détail des mesures, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a mis les moyens, des types qui sont restés là à Paris, à faire les mêmes enquêtes, et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ils ont stocké des enquêteurs. 4 tonnes de résine de cannabis dans un garage en région parisienne. Ça, c'était pas dans le cadre de l'enquête, ça m'étonnerait, ouais. Voilà. Sauf qu'on finit par donner des moyens extraordinaires entre les mains de quelques personnes, et ben le risque de déviance, le risque de corruption, le risque d'usage disproportionné de tout ça, et ben il s'accroît. Voilà, il s'accroît. Et donc faut pas s'étonner quand on met tout le pouvoir dans les procureurs de la République, dans le parquet pour pouvoir faire des écoutes téléphoniques, des postes de balise, des machins, qu'ils le fassent. Voilà, qu'ils le fassent. Là, la dernière en date, avant les 4 tonnes de résine de cannabis, c'est qu'il y a un des enquêteurs, donc avec le parquet, pour une fois le parquet a vérifié les écoutes téléphoniques, etc. Parce qu'ils n'ont pas toujours le temps, on n'en veut pas non plus, mais ils n'ont pas toujours le temps. Il se trouvait qu'un des groupes d'enquête de l'Office de lutte contre les stupes avait mis sur écoute sa femme. Donc, parmi les numéros dans l'enquête, hop, il a glissé le numéro de sa femme parce qu'il est suspecté d'avoir un amant, je sais pas. Qui contrôle qui dans ce pays c'est là le problème. L'état d'urgence, il était censé être des mesures disproportionnées, excessives, sur un temps restreint, pour une circonstance donnée. Là, on a des mesures excessives tout le temps à la disposition des parquets et des policiers. Et ça, c'est inquiétant. Du coup, estimez-vous, comme l'ont annoncé la Fondation Copernic et Attac dans leur livre publié en 2018, L'imposture Macron, qu'il y aurait un tournant illibéral dans le pays, qu'on se rapprocherait finalement comme Viktor Orban en Hongrie ou alors Erdogan avec la Turquie? Oui, on est clairement... En fait, c'est le sens, c'est une pente. Il faut imaginer qu'il y a une pente et donc Orban est sur la pente, ils sont beaucoup plus bas.
Macron, il est aussi sur la pente, et avant, il y avait Hollande, Sarkozy, et on suit la même pente. Parce que du coup, souvent, on nous fait le procès, oui, mais on n'est quand même pas en Hongrie, c'est pas chez Orban ici, ou c'est pas quand on a dit que Jean-Luc Mélenchon a signé la tribune l'offert avec Lula, oui, mais est-ce qu'on parle Lula, c'est scandaleux, ça n'a rien à voir, oui, sur la pente, c'est pas au même endroit, mais c'est la même pente. C'est la même pente, et donc il ne faudra pas s'étonner dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on en soit rendu aux mêmes problématiques. Pour ce qui est de refouler les migrants, les images qu'on voit en Hongrie des migrants qui sont refoulés à la frontière comme des malpropres, je suis pas sûr que ce soit très propre ce qu'on fait à 20 000 à la frontière italienne. Je suis pas sûr qu'on soit complètement dans les clous comme Orban. Hein. Bon. Donc moi à notre place je donnerais pas trop de leçons. Et oui, aujourd'hui on a un changement radical, c'est que on était jusqu'à présent dans une séquence où le libéralisme économique avait des adeptes. Et dans la société, il y a des gens qui disaient ouais, moi je veux faire du pognon, laisse-moi tranquille, c'est ça mon projet de vie pour une société, voilà, le business, c'est comme ça que ça marche, le commerce, c'est génial. Je caricature un peu, mais l'idée c'est celle-là. Aujourd'hui, la masse des gens n'adhère plus à ce discours de il faut de la croissance, faire du pognon, etc. Et donc le seul moyen de faire tenir le système qui continue, c'est de le tenir par la force. Voilà. Là, on l'a vu sur les Gilets jaunes. Entre les Gilets jaunes et Macron et le gouvernement, qu'est-ce qu'il y avait ? La police nationale et la gendarmerie nationale. C'est tout, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait aucun Français pour aller s'interposer entre les Gilets jaunes et le gouvernement, pour prendre la défense du gouvernement. Ce gouvernement ne repose que sur une base sociale et électorale, en fait, extrêmement faible. Et la Ve République, son système à deux tours, permet des distorsions aussi énormes que celle-là. Est-ce que vous pensez de fait que cette base électorale, qui n'est pas majoritaire dans la société, est finalement plus soudée que la base électorale de gauche qui est répartie entre plusieurs partis? Alors, elle est plus soudée. Comment dire ? Je veux dire que c'est compliqué parce que... Elle a peut-être cette conscience de classe. Pas tant que ça. Je serais tenté de dire oui et non à la fois. Oui, dans le sens où on va dire que Macron, c'est le camp des winners. C'est ceux qui se disent dans la vie, je vais réussir, etc. N'empêche que quand on fait l'analyse électorale plus fine, on voit bien que Emmanuel Macron continue de faire un score assez identique aux européennes par rapport aux présidentielles, en pourcentage. Pour une seule et bonne raison, c'est que l'électorat de François Fillon a voté pour lui. Et donc sa base sociale et sa base électorale de 2017 n'est déjà plus la même que sa base sociale et sa base électorale de 2019. Et il le sait. Et c'est pour ça qu'on a un débat sur l'immigration en septembre. C'est pour ça qu'ils en font des caisses sur la police, la sécurité. C'est pour ça qu'ils ont tapé comme des sourds sur les Gilets jaunes pour sécuriser pour eux l'électorat de droite, qui lui est un peu plus fiable et un peu plus une conscience de classe. Mais je ne suis pas sûr que l'électorat de Macron de 2017 ce soit un électorat très conscient. Au sens où on peut l'entendre, au sens sociologique où on peut l'entendre. Donc il faut s'attendre à ce que ça empire, parce qu'il va diriger encore plus à droite et le faire savoir. Il dirigeait déjà à droite, mais en faisant comme si il fallait être humaniste quand même, encore du progrès, blablabla. Là ça va y aller plein pot. Et j'ai pas répondu tout à l'heure sur les inégalités. Bon. Oui, on a une société qui est de plus en plus inégale, où les deux bouts continuent de s'écarter, quoi. Évidemment, et en matière de justice, c'est systémique, c'est obligé d'être inégalitaire. Même si on voit qu'il peut y avoir des inflexions, je pense au jugement de Balkany, c'est une inflexion, sauf que c'est l'arbre qui vient cacher la forêt. Des Balkany, des mecs qui fraudent, qui font de la fraude fiscale, il n'y en a pas qu'un. Pourtant, il n'y a eu qu'un procès Balkany. Hein, et c'est ça la difficulté principale dans laquelle on se trouve, c'est que néanmoins il y a des inflexions sous la pression de l'opinion publique. Mais il n'y a pas de généralisation et que le système globalement il continue grosso modo. Et on le voit parce que j'ai fait énormément de visites de prison. Zemmour avait dit cette phrase horrible en disant de toute façon la délinquance, le problème c'est les Noirs et les Arabes, il suffit de regarder, en prison il n'y a que des Noirs et des Arabes. Je ne vais pas partager avec lui ce raisonnement, mais le constat il est réel. C'est qu'aujourd'hui les personnes noires, arabes, issues de l'immigration ou pas, sont majoritaires, extrêmement majoritaires dans nos prisons.
Et je ne pense pas qu'elle soit extrêmement majoritaire en prison parce qu'elle serait plus délinquante que les autres. Moi je pense que, et j'en suis convaincu, et toutes les études l'ont montré, les déviances sont assez bien réparties dans les catégories sociales dans le pays. Alors c'est pas exactement la même déviance. Chez les plus riches, la déviance ça va pas être de fumer du shit en bas de son immeuble. Pareil, on n'habite pas dans un immeuble et on fume pas du shit. Non, ça va plus être de taper de la coque et de pas payer ses impôts. Et c'est une forme de déviance aussi. La question c'est dans le code pénal, qu'est-ce qu'on criminalise le plus ? Et dans les moyens de police, où est-ce qu'on va chercher la déviance ? Est-ce qu'on envoie plus souvent les policiers dans les beaux quartiers pour choper les mecs qui prennent de la coque et qui planquent leur pognon à l'étranger ? Ou est-ce qu'on envoie surtout beaucoup les flics dans les quartiers populaires pour celui qui fume du shit en bas du hall d'immeuble ? On connaît la réponse. On envoie beaucoup plus les flics dans les quartiers populaires parce qu'on pense que classe laborieuse, classe dangereuse. Voilà. Et que c'est là ça qu'il faut contenir et que de toute façon, le riche dans les beaux quartiers qui peut avoir des comportements déviants et délictuels ou criminels et délictuels, lui on peut s'en accommoder parce qu'il ne va pas remettre en cause le système. Voilà. Bon. Donc on se retrouve avec une activité policière concentrée sur les quartiers populaires, une activité judiciaire concentrée sur les quartiers populaires, de facto, et donc à la fin, à la casse-prison, les gens des quartiers populaires. Et comme on a massivement envoyé dans les quartiers populaires, dans les barres d'immeubles, de par les vagues d'immigration successives souhaitées par la France, souhaitées par les capitalistes, pour notre industrie, pour nos mines, etc., on se retrouve avec des gens qui sont soit issus d'Afrique noire, soit issus du Maghreb, ou du Moyen-Orient, peu importe, voilà. Bon. Et donc du coup, on a la corrélation de tout ça qui fait qu'on a des inégalités qui s'ajoutent à des discriminations de facto dans le pays et que la justice, même si elle ne fait qu'appliquer la loi, se retrouve prise dans ces injustices initiales et ne fait que les reproduire et les poursuivre. Alors, merci pour votre réponse. Maintenant, je vais parler d'un thème un peu plus d'actualité, donc Rouen. Pour Rouen, il y a eu un article de Libération récemment qui expliquait que voilà, un pompier a vu ses analyses de sang être classées confidentielles. Et en plus de ça, on a eu une Sibeth Ndiaye qui avait annoncé qu'elle acceptait de mentir finalement pour protéger le président et le gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant ? Ouais, je trouve ça inquiétant parce que c'est pas le premier mensonge. Nous-mêmes, on avait pointé, tout le monde s'était moqué de nous, en disant qu'on s'attaquait trop à la justice, mais quand on avait dit que Belloubet ne pouvait pas ne pas savoir qu'on était perquisitionné, qu'on allait être perquisitionné, on nous a ri au nez et on a vu avec le procès Urvoas qui a été pas du tout médiatisé. Urvoas, ancien garde des Sceaux, qui a été poursuivi devant la Cour de justice de la République pour avoir donné des éléments d'enquête à Thierry Solaire, puisqu'il avait eu des remontées de l'instruction. À la chancellerie, il y a un truc qui se fait toujours. Oui, c'est particulièrement inquiétant sur Rouen, parce qu'en plus, il se trouve que je connais un petit peu le sujet. J'ai eu à travailler dessus quand j'étais jeune fonctionnaire, sur la gestion post-accidentelle des risques technologiques majeurs. C'est précisément le sujet dans lequel on est. Et j'ai eu à connaître ici dans le Nord des plans hors sec et des PPI, les plans particuliers d'intervention qui sont prévus pour les sites Céveso, seuil haut et seuil bas. Et moi j'ai vu les documents, c'est des documents assez épais. La préfecture joue son rôle de mettre en état et de s'assurer que les documents existent. Et finalement ce sont les DREAL et les ingénieurs qu'on a au ministère de la Transition écologique, l'habitat, enfin ça a changé de nom plein de fois, mais le développement durable, ce ministère-là, il y a les ingénieurs qui font les cartes et qui passent en revue tous les risques. Et à chaque risque correspond des cartographies périmétriques de si le produit explose, jusqu'où il peut y avoir des retombées, si le produit brûle, si le produit se répand par terre. Et après on décline, est-ce qu'il faut évacuer les habitations, quels sont les services qui doivent être en contact, le SAMU, le machin, le truc, enfin voilà, tout est rédigé. Et donc moi ce qui m'inquiète, c'est pas tant qu'ils aient attendu 5 jours pour nous filer la liste des produits, puisque je sais que l'État l'avait. La question c'est est-ce que la liste des produits était à jour ? Ça, c'est pas la chose qu'on peut se poser. Et puis surtout, je viens de dire que dans les plans particuliers d'intervention, on anticipait les différents risques.
le risque incendie pour un ICPE, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement, ce que sont les sites Seveso, Soyo, Soyba, mais aussi l'entreprise du coin qui fait du carton, du bois, du papier, ou n'importe quelle activité en fait, qui peut avoir une problématique liée à l'environnement. Le risque incendie est systématiquement prévu. J'ai lu un article d'un ancien type qui avait bossé 20 ans plutôt chez Lubrizol, qui disait que la formation incendie des agents il y a 20 ans était bien meilleure que le pompier, et qu'une fois il y avait eu un incendie, un petit incendie dans un fût, que les pompiers soient arrivés, ils ont voulu balancer de l'eau avec une lance, c'était surtout pas ce qu'il fallait faire, et ce sont les salariés qui l'ont bloqué le pompier et qui se sont chargés d'éteindre le feu. Bon, en fonction de la typologie, donc ça veut dire que tout le monde sait ce qu'il y avait dans cette usine et tout le monde sait a priori ce que ça fait quand ça brûle. Comment il faut réagir quand ça brûle. Et en théorie, il y a 471 fiches qui ont été publiées avec les différentes composants chimiques. Et dans ces fiches, on ne sait pas ce que ça devient quand ça brûle. On ne sait pas ce que ça devient quand ça brûle, le produit. Alors qu'on est censé avoir anticipé qu'il puisse y avoir un incendie. On se moque du monde. Soit on se fout de la gueule du monde, soit le plan n'était pas prêt. Et moi je pense que le plan n'était pas prêt, parce que les services de la préfecture et ceux de l'Adréal qui sont chargés de ça, c'est une poignée de gens. C'est une poignée de gens qui sont censés tenir à jour tous ces éléments sur la base aussi du bon vouloir de ce que communique l'entreprise. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font qu'à la fin, on croise les doigts pour que le jour où il y a un problème, ça marche, que le plan fonctionne. Et on ne fait plus d'exercice dans le réel. On ne fait plus d'exercice dans le réel. Imaginons l'usine Seveso, machin, truc pète. Voilà, on fait comme si c'était le cas, on appelle les secours, les machins. Voilà. On le fait plus parce que ça coûte trop cher. Du coup, on fait que des exercices sur table. C'est-à-dire qu'on prend les chefs à plume, et puis on vérifie que les numéros de téléphone fonctionnent encore, et puis on espère que le jour J, ça se passe bien. Et là, en la matière, je crois qu'il y a des trous dans la raquette dans l'élaboration des documents d'anticipation. Et qu'ensuite, du coup, on a une gestion de crise et une communication de crise qui est catastrophique. Parce qu'ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire. Sans compter que là, il y a des analyses de sang, il y a ceux qui ont été touchés immédiatement, etc. Il va y avoir ce volet sanitaire qui va nous poursuivre. Mais là, le volet le plus immédiat qui va être problématique, c'est le volet indemnisation, notamment pour tous les agriculteurs, les éleveurs, qui n'auront pas pu vendre leurs produits, et tant mieux, je veux dire qu'ils ne vendent pas leurs produits, je veux dire, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si on n'est pas fichu de savoir ce qu'il y a dedans, je préfère qu'on ne le bouffe pas et qu'on ne le donne pas à bouffer, tant mieux. N'empêche qu'il va falloir que les sous y tombent après derrière. Et puis le volet terminal, final, on va dire, ça va être qui paye. Warren Buffett. Parce que l'État va payer. L'État va payer. Ce sera l'État, ce ne sera pas Buffett. Non mais l'État va payer. Mais est-ce qu'on va se retourner effectivement contre l'entreprise et contre Warren Buffett qui est tout en haut de la pyramide des investisseurs? Moi je le souhaite. Mais il faudra pointer les responsabilités des uns et des autres. Si c'est l'État qui n'a pas bien fait son boulot du plan particulier d'intervention, qui n'a pas anticipé ces machins-là, etc., c'est mal barré quand même. Alors, ma dernière question, concernant les élections municipales de 2020, qui approchent à grands pas, on a vu qu'à Grenoble, il y a une alliance qui s'est formée entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise pour reconduire l'actuel maire, le maire sortant. Est-ce que vous pensez que cette situation pourrait se reproduire un peu partout en France pour essayer d'arriver au pouvoir dans les mairies? Se reproduire sous ce schéma-là, non, parce que c'est le seul endroit où il y avait une alliance Europe Écologie Les Verts, et c'était pas France Insoumise, c'était Front de Gauche à l'époque, mais enfin parti de gauche en l'occurrence, parce que les communistes n'étaient pas dans l'attelage, si je rentre dans le détail de l'analyse. Mais oui, il y a des endroits où on pourra être avec Europe Écologie Les Verts pour les élections municipales. Tout ça, ce n'est qu'une affaire de politique. Moi, je le dis très tranquillement, et je le sais parce que dans ma circonscription, il y a des villes où les militants d'Europe Écologie Les Verts racontent à peu près la même chose que nous, pensent à peu près la même chose que nous sur la méthode qu'il convient d'employer pour créer la liste, pour créer le programme, etc. Et où je pense qu'à la fin, ça va finir ensemble. Dans quel ordre, de quelle manière, qui sera devant, qui sera derrière, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est bien parti. Il y a des endroits où pas du tout. Il y a un endroit où c'est très très mal parti, je pense à Lille notamment. Lille même, où on a des militants d'Europe Écologie Les Verts qui, revigorés, vivifiés par les résultats des élections européennes, se disent qu'ils n'ont besoin de personne pour conquérir la ville.
ont déjà dû nous donner leurs 20-30 premiers noms de liste, sont déjà en campagne sous leur couleur, tout en racontant qu'ils sont pour l'union de la gauche, blablabla, discuter, tout ça, on s'en fiche en fait, c'est de l'enfumage. Et là, j'ai pas bon espoir à Lille. Peut-être qu'à Lille, l'espoir viendra dans l'entre-deux tours, pas dans la pré-campagne. Même si, encore une fois, il y a des endroits où avec Europe Écologie Les Verts, ça va être facile parce qu'on raconte la même chose. Il y a des endroits où ça va pas être facile, non pas qu'on veuille pas s'unir, mais qu'on raconte pas la même chose. Je prends un exemple, Europe Écologie Les Verts, ce n'est que très récemment ici dans la région qu'ils se sont prononcés formellement pour la gratuité des transports. C'est un changement de ligne. Et tous leurs groupes locaux ne sont pas d'accord. Ça n'a pas été un 99% pour, 1% contre. C'est plutôt, je vais pas dire 50-50, on va dire 60-40 quoi. Donc il y a des tas de militants chez Europe Écologie Les Verts qui ne sont pas pour la gratuité des transports, avec un argumentaire que moi je déplore, qui est de dire oui mais quand les gens y payent ça les rend responsables. Non, c'est idiot de dire ça. Je suis intimement convaincu que c'est idiot de dire ça. Et que c'est profondément libéral et capitaliste par ailleurs, par essence, dans le raisonnement. Donc la gratuité des transports étant un cheval de bataille pour nous au sein de la métropole européenne lilloise, je souhaite qu'on s'assure que si on s'allie avec des gens de l'Europe Écologie Les Verts pour les élections municipales, sachant que pour moi l'objectif c'est qu'on mobilise les gens, pas qu'on s'allie avec Europe Écologie Les Verts. Parce que si on mobilise les gens, on ira beaucoup plus loin que si on s'allie avec Europe Écologie Les Verts. Si en plus on s'allie avec d'autres qui pensent la même chose que nous, tant mieux. Et c'est pas ça la source de ce qui fait qu'on peut avoir des campagnes victorieuses. Mais voilà, la gratuité des transports en commun, c'est un des sujets. Sur la question du logement, c'est un autre sujet. Comment on fait sur la question de la réappropriation de la propriété. C'est un truc tout con. Les gamins ici, dans les écoles à Lille, ils ont 21% de bio dans les repas. Je pensais que c'était beaucoup plus, je me suis fait avoir par une communication très récente de la ville de Lille, qui a eu le prix ville verte, machin, je sais pas quoi, parce qu'ils ont 2 repas végétariens par semaine. Mais pas du tout bio. Ce qui est bien dommage pour des légumes. Donc, ok, il n'y a que 21%. On me dit, oui, mais c'est l'approvisionnement, c'est compliqué, il y a besoin de beaucoup. Là, il y a une cuisine centrale, on manque d'approvisionnement. Mais il y a des tas de communes, compris du coup les terres alentours, qui se sont portées acquéreurs, des municipalités, et qui ont salarié des paysans pour faire du maraîchage, pour se fournir, pour fournir leur cantine scolaire et pour se fournir. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens chez Europe Écologie Les Verts pour qui ça, l'étatisme, en tout cas le municipalisme, c'est pas leur tasse de thé. Pour le coup, vous êtes pour ça, ces oui. mairies qui viennent finalement, c'est une situation où elles sont un peu obligées de le faire, mais c'est une bonne solution. Obligées, non, il y a celles qui décident de rester à 20% de bio. Ouais. Donc voilà, moi je suis pour un municipalisme jusqu'au bout, jusqu'à ce qui est possible. Un domaine dans lequel tout le monde se dit oui bon il faut le faire et où les arguments idéologiques sont un peu tombés, c'est sur les questions de soins. On fait des maisons de santé, c'est la municipalité qui paye les murs, qui paye la secrétaire médicale, qui paye machin, et puis ils viennent chercher les libéraux qui n'ont plus qu'à poser les pieds sur la table et engranger le pognon. Je caricature à peine, mais c'est un peu ça l'idée quoi. Et là on le dit parce que c'est une distorsion de concurrence, faut quand même le dire quand même. Mais bon, quand il n'y a pas de concurrence et qu'il n'y a plus personne, il serait peut-être temps d'agir. Donc sur tous ces sujets-là, c'est pas si clair que ça au sein d'Europe Écologie. Quand c'est clair, tant mieux, on y va et on pourra y aller ensemble. Quand c'est pas clair, moi je préfère et je souhaite qu'on n'y aille pas ensemble dans ces moments-là. Parce que ce qui prévaut, moi, en tant que député, militant politique, c'est bien ce qu'on va faire une fois aux manettes à la mairie. Et pas les martingales qui permettent peut-être de gagner. Sachant que là on est encore assez loin de l'échéance et que les gens s'y intéressent vers la toute fin. Mais enfin, moi je crois franchement que pour les municipales, l'objectif c'est vraiment de se bouger dans les quartiers populaires, parce que quand on voit qu'il y a plus de 48% de votants aux dernières municipales à Lille, c'est qu'il y a un problème. Pour une élection qui a été plébiscitée il y a encore 30 ans, c'est qu'il y a un problème. Donc il vaut mieux qu'on passe du temps, non pas en réunion avec les Verts, avec je sais pas qui, avec je sais pas machin, il vaut mieux qu'on passe du temps à aller dans les quartiers pour mobiliser les gens, pour faire des actions concrètes, et qu'à la fin, ils finissent sur notre liste et puis qu'on finisse par gagner. Vous pensez que c'est ça, vraiment, au point final,
qui a causé la perte d'électeurs France Insoumise pour les européennes, c'est-à-dire la non-mobilisation des quartiers populaires? Oui, oui, ça c'est sûr. Dans la série des certitudes, oui. Il suffit de regarder à Lille ou partout ailleurs dans le pays. Hein. Là où quartier populaire, fort vote Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, européenne, quasiment pas de voix, quasiment pas de vote. C'est pas qu'ils ont voté pour quelqu'un d'autre, ils ne sont pas allés voter. Voilà. Par contre, il y a des centres-villes sur ce qu'on appelle communément la classe moyenne, où là, il y a une petite bascule sur l'électorat vers Europe Écologie Les Verts. Et puis, il n'y a pas eu de dynamique de notre côté. Voilà, il n'y a pas eu de dynamique. Et en fait, c'est les marches climat et la campagne climat pour lesquelles je suis très favorable et que je continue de me mobiliser, de marcher, etc. Ont en fait saturé l'agenda politique, et tant mieux. Sauf que comme les gens ne s'intéressent aux élections que dans les 3-4 derniers jours, quand on s'intéresse à l'arrache aux élections, ce qui fonctionne, c'est les automatismes. Pas la réflexion, ce sont les automatismes. Et il y a eu un automatisme, écologie, bulletin de vote, Europe Écologie Les Verts. Point. Et je le sais, j'ai des potes de potes qui m'ont dit « Ah mais non mais moi je vote France Insoumise d'abord, mais là pour les européennes, je trouvais que c'était plus utile de voter pour les écolos parce que la planète, tu comprends, etc. » Bon, moi je leur dis « Non, je comprends pas, t'as fait de la merde, mais j'ai entendu ça aussi. Mais c'est une réalité. Et les mêmes copains me disent « Mais je revoterai pas Europe Écologie aux prochaines élections. » Ok, bon, très bien, mais donc on peut pas calquer des schémas de on peut même pas dire il y a eu les perquises donc du coup 6,3%. Ça c'est un récit médiatique qui arrange les adversaires, mais c'est pas un récit étayé sociologiquement, électoralement et politiquement. Donc moi j'ai bon espoir dans les constructions politiques qu'on est en train de faire ici à Lille et dans le reste de la métropole. Et je pense comme mon collègue François Ruffin qu'à la fin de toute façon c'est nous qu'on va gagner. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Hugo Bernalicis d'avoir accordé cette interview. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci.